ça m'a pris, je suis partie à 8h, je pense que je suis arrivée à 21h30 hier à Rennes. Mais c'est faisable, en planifiant bien à l'avance. Et donc je travaille pour deux organisations dont je vais vous parler un peu plus, Creative Carbon Scotland et Festivals Edinburgh. Brièvement, donc, comment je vais aborder ma présentation. Je vais vous parler un peu plus des deux organisations pour vraiment ancrer juste le contexte dans lequel moi je vous parle, qui est celui du contexte de l'Écosse, qui va forcément être un peu différent des festivals en France. Ensuite, je parlerai des stratégies mobilité interne, qui en fait des sortes de documents à l'interne qui vont guider comment les festivals encadrent leur mobilité pour leur staff, mais aussi pour ça peut être pour des artistes, pour les publics. Et ensuite, je parlerai d'un outil qu'on vient de lancer, qui est un outil de budget mobilité carbone, un petit peu technique, mais je vais en parler un peu plus. Et j'espère que j'aurai le temps, mais de vous parler d'autres exemples d'inspiration. Alors, Creative Carbon Scotland, c'est une organisation qui a été créée en 2011, à l'initiative d'ailleurs des festivals d'Édimbourg, et qui vraiment, sa mission, c'est centrée sur le développement durable pour le secteur culturel en Écosse, donc aider le secteur culturel là-bas à devenir plus durable. Le mode de fonctionnement qu'on a, on a trois grands axes. Donc on travaille avec les organisations culturelles, ça c'est notre équipe Green Arts dont je fais partie. Ça implique aussi des festivals. Et là, on les aide vraiment à opérer de manière moins carbonée, plus respectueuse de l'environnement, et aussi à renforcer leurs connaissances sur le sujet. Il y a une autre partie de notre équipe qui travaille avec plus les artistes et des acteurs non culturels. Donc là, c'est faire les liens entre les artistes et les questions sur les crises climatiques et environnementales pour pouvoir mieux intégrer les arts dans les questions climatiques. Et le troisième axe, c'est travailler avec les organisations stratégiques. Donc là, on travaille avec, par exemple, des fonds publics, les gouvernements locaux, etc., pour façonner le paysage culturel en Écosse, pas seulement en travaillant avec les organisations culturelles, les artistes, etc., mais aussi avec ceux qui vont modeler la manière dont ça fonctionne. Donc, pour vous donner un exemple, on a travaillé avec un des plus gros fonds publics pour le secteur culturel sur leurs critères d'éligibilité. Et pour les questions de mobilité, par exemple, le critère international a été retiré. Voilà. Alors après, des petits exemples. On a un réseau d'organisations culturelles qui s'appelle The Green Arts Initiative, qui a à peu près 450 organisations culturelles, qu'on du coup soutient avec du contenu, des nouveaux outils dont je vais parler, des ateliers, etc. On vient de lancer la Green Arts Charter, donc une charte pour ce réseau-là, qui a été d'ailleurs inspirée de la charte du collectif des festivals. Donc merci beaucoup pour cette collaboration. Un autre petit exemple, je passe rapidement, mais ça c'est sur la partie avec les artistes où on va essayer de faire les liens. Donc là, hier, ils ont eu un événement sur les questions autour des océans. Comment les arts du spectacle peuvent aider sur ces questions-là, notamment au niveau de la narration et du discours scientifique. Alors, le Festival d'Édimbourg, Édimbourg, c'est connu pour être la ville mondiale des festivals. Il y a beaucoup de festivals à dimension internationale. Et Festivals Edinburgh, c'est un consortium des 11 plus gros festivals, dont peut-être certains d'entre vous auront entendu parler du Fringe. Le Fringe, c'est un peu l'équivalent du Festival Off d'Avignon. Il y a le Festival international, le Festival de la science, le Festival du livre international, le festival... Il y en a 11, d'ailleurs, je crois que... Voilà, ils y sont tous là. Et donc, ces festivals, moi, je coordonne leur stratégie de développement durable en tant que collectif. Donc, tous ces festivals, pour donner une idée, à échelle individuelle, ils soumettent leur rapport d'émissions carbone et environnementales. Je crois qu'ils font ça depuis 2018, donc c'est déjà bien instauré. Et puis après, il y a des pratiques, des projets qui sont mis en pratique. Sur les questions mobilité, 2-3 exemples que j'ai en tête qui font vachement écho à ce que j'ai pu voir dans la salle là-bas. Il y a le Festival international qui a mis en place des vélos électriques, je crois, à disposition.
Le Festival international du livre qui a des petites navettes pour déplacer tous leurs invités en fait d'un point à l'autre de la ville. Et je crois que le Festival des sciences a mis en place des prises, des bornes de recharge pour les voitures électriques. Alors maintenant, je m'attaque un peu plus à des exemples concrets qui vont peut-être pouvoir vous inspirer pour demain. Les stratégies mobilité interne, alors en anglais ça s'appelle International Travel Policy, Internal Travel Policies, pardon. Et en fait en discutant avec Rudy, je me suis rendu compte que, on s'est rendu compte peut-être que c'était pas quelque chose qui était mis en place par les festivals ici. Donc c'est des procédures à l'interne qui gèrent l'impact des voyages au sein même du festival. Et ça va s'appliquer au personnel, mais ça peut être aussi pour influencer la manière dont les artistes vont être bookés ou comment vous allez travailler avec votre audience aussi sur les questions de mobilité. Alors, un peu plus concrètement, il y a plusieurs organisations qui ont déjà ce genre de documents. C'est assez instauré, je dirais, en Écosse. Là, j'ai pris l'exemple de Creative Commons Scotland, CCS, avec lequel je travaille. Je suis un peu la matérialisation aujourd'hui de cette politique à l'interne, puisque le train doit toujours être préféré à l'avion, par exemple. Et pour un trajet comme celui-là, où je vais de l'Écosse jusqu'en France, il est hors de question que je prenne l'avion, donc je prends le train. Et après, bon, il y a d'autres exemples ici que j'ai mis en français. Pour ce qui est des trajets à l'intérieur de la ville là où on travaille, à Édimbourg, toujours privilégier le vélo, la marche des transports, etc. Éviter au maximum le taxi. Pour ce qui est de la voiture, il faut vraiment que ça soit utilisé si c'est l'option qui est estimée la plus durable. On a aussi un système en ligne où on peut, comment je vais expliquer ça, qui est un système pour financier pour voir en fait si jamais j'ai pris le train pour aller jusqu'à Londres et que ma boîte doit me rembourser, ça peut être fait via ce système-là, mais je peux voir aussi combien d'émissions carbone j'ai émis avec ce trajet de train, et donc ça permet à mon organisation de calculer toutes ces émissions au même temps qu'elle gère tout l'aspect financier. Donc c'est combiné dans le même système. Ça, c'est un autre exemple de festival avec lequel je travaille, c'est le Festival international des enfants, qui s'appelle Imaginate. Eux, ils l'ont intégré à ce qu'ils appellent leur... comment je vais traduire ça, leur statement of intent. C'est sur l'urgence climatique. Ils ont fait un document général, mais qui intègre spécifiquement aussi qu'est-ce qu'ils font pour ce qui est des mobilités. Là, j'ai souligné celle des mobilités du personnel. Et donc, au sein de la culture de l'organisation du festival, ils s'engagent vraiment à réduire les voyages internationaux. Là, ils ont des objectifs très précis, chiffrés, mais aussi de s'interroger sur la nécessité de chaque voyage. Je ne vais pas pouvoir détailler précisément ce qu'il y a dans ce guide, mais vous pouvez le trouver sur notre site de Creative Commons Scotland. J'ai mis tous les liens aussi à la fin, donc si jamais c'est partagé, si les slides sont partagés, ça sera accessible. Pour vous aider à rédiger justement ce genre de politique interne qui vont vraiment structurer la manière dont votre staff va voyager. Je sais pas ce que j'ai après. Ah oui, alors d'autres sources. On the Move, qui est une organisation qui est basée à Bruxelles, je crois, et qui a plein de ressources sur les mobilités pour la culture, dont je crois qu'ils viennent de publier leur stratégie mobilité. Climate Perks, c'est un autre exemple qui peut aider aussi pour structurer la manière dont vous, en tant que festival, si vous êtes directeur par exemple, qu'est-ce que vous offrez à votre staff pour pouvoir les inciter à voyager plus lentement. Donc ça, c'est une accréditation qui permet exactement ça. Donc, d'avoir des congés en plus pour inciter au voyage lentement. Ah oui, avant de passer juste pour conclure, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une méthode pour... c'est des règles qui sont instaurées à l'intérieur du festival, donc c'est plus une question de choix. Voilà, ça façonne la culture même du festival. Et ça permet d'influencer, en plus de ça, si vous publiez ça sur votre site web, par exemple,
d'influencer la manière dont peut-être les publics vont regarder votre festival, ainsi que votre personnel. Alors, l'autre exemple que je voulais aborder, c'est cet outil de budget mobilité carbone. Donc ça, on l'a lancé, on a démarré le projet il y a à peu près 6 mois, et à l'origine, en fait, c'est un document qui a été créé, encore une fois, par un des festivals que j'ai déjà mentionné, le Festival des enfants d'Édimbourg. Et ensuite, Creative Carbon Scotland a récupéré le projet et l'a testé avec un groupe de 30 organisations pour voir comment ils pourraient améliorer le projet, que ça soit applicable à plein d'autres types d'organisations et de festivals. Et puis aussi que ces 30 organisations commencent déjà à s'entraîner, pratiquer qu'est-ce que c'est que la budgétisation carbone, comment on inclut ça dans nos méthodes de travail. Alors, un budget carbone, c'est quoi? C'est la planification dans la manière dont vous allez dépenser vos émissions carbone pour les activités. Alors ici, pour les mobilités, mais ça pourrait être appliqué à plein d'autres types d'émissions carbone au sein du festival. Comment ça fonctionne? Donc, pour utiliser cet outil qui va être mis en ligne, je crois qu'il est déjà publié d'ailleurs, donc il est accessible librement. Il faut connaître l'empreinte mobilité de votre festival. Donc ça, si vous ne connaissez pas l'empreinte mobilité de votre festival, je pense que peut-être le collectif des festivals a des ressources là-dessus, ou en tout cas, nous, on a des ressources sur comment faire pour calculer son empreinte. Et ensuite, il faut aussi se fixer un objectif annuel net zéro, c'est-à-dire à partir de quelle année vous souhaitez arriver à ce qui est appelé net zéro, c'est-à-dire un objectif au plus proche de zéro émission, quoi. Donc l'outil a des trajectoires net zéro intégrées, c'est assez bien fait dans le sens où il faut avoir quelques informations de base, mais ensuite il y a beaucoup de choses qui sont calculées automatiquement grâce à l'outil, dont les trajectoires net zéro intégrées. Donc si par exemple vous décidez que vous voulez atteindre des objectifs net zéro d'ici 2030, ça sera intégré dans cet outil de budget carbone pour vous montrer de combien vous allez devoir réduire chaque année en termes de mobilité pour atteindre ces objectifs-là. C'est un outil qui est collectif aussi, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la direction qui impose une manière de faire sur vos mobilités, c'est tous les personnels qui va pouvoir utiliser l'outil. Il va y avoir un budget divisé par département au sein du festival, et chacun va pouvoir voir combien d'émissions carbone ils dépensent au sein de leur département. Ils vont pouvoir, il y a des options pour pouvoir voir si vous changez le mode de transport, par exemple, si vous décidez qu'il y ait plus ou moins de personnes qui voyagent. Si par exemple il y a un voyage qui est prévu pour aller, je ne sais pas moi, en Europe de l'Est pour une conférence, vous pouvez voir quel est cet impact carbone, est-ce qu'il y a des moyens de transport qui vous permettent de réduire votre impact mobilité, etc. Et donc bien sûr, il y a une question stratégique ensuite, ce n'est pas juste collectif, il va falloir qu'il y ait des personnes au sein du festival à un niveau assez élevé qui vont prendre une décision à la fin stratégique pour pouvoir efficacement réduire les émissions carbone. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Hier, dans le train, j'ai fait des petits tests. Donc là c'est le document, un petit bout du document qui est vierge. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs départements, ça peut aller jusqu'à, je crois, 10 ou plus. Il y a beaucoup de couleurs, mais en fait, tout n'est pas à remplir. Il y a plein de choses qui sont assez automatiques. Là, vous avez par exemple le budget pour l'année, quel est le département, le budget pour lequel vous utilisez l'outil. Je crois que j'ai la prochaine où j'ai fait un test. Là, on avait donc 3000 kg, 3 tonnes de carbone pour ce projet. Et j'ai fait un aller-retour, je ne sais plus où, et ça m'a calculé automatiquement les émissions carbone impliquées par ce voyage. Et en fait, je vois déjà que, en tout cas pour ce test, je suis au-dessus du budget, donc peut-être qu'il faut que je repense mes mobilités pour ce département-là au sein du festival ou ce projet-là. Alors ici, j'ai copié, je trouvais ça intéressant, j'ai copié quelques retours du personnel qui a utilisé
l'outil. Donc ça, c'est encore une fois Imaginate, qui est un peu le point de départ de cet outil. Alors, en tant que chef de projet, cela m'a permis de voir les émissions liées à l'activité dont je suis directement responsable et m'a donné une vue d'ensemble afin que je puisse établir des priorités, identifier les points de levier et faire preuve de créativité pour trouver des solutions dès les premières étapes du plan annuel. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un outil de planification. C'est un outil qui est utilisé au tout début de la planification du festival. Ce n'est pas un outil qu'on utilise à la fin pour savoir combien d'émissions carbone on a émis à la fin de l'année. C'est pour aider à prendre des décisions. Et là, il y a un autre exemple du la directrice du festival qui donne un exemple très concret. Elle devait aller, je crois que c'était New York, en fait, ça a été un moyen vraiment visuel pour elle de voir, mais en fait, là, je suis vraiment au-delà de l'impact carbone que j'aimerais avoir pour mon programme de l'année. Et au final, elle, ça l'a amenée à annuler ce voyage pour des raisons stratégiques. Elle s'est dit que ça ne valait pas le coût carbone pour, au final, ce qu'elle allait peut-être retirer de l'événement auquel elle devait potentiellement aller aux États-Unis. Ok. Non, ça va, je pense qu'on est bon. Donc, très rapidement, ça c'est une autre inspiration qui va plus aller sur les publics. Là, j'ai beaucoup parlé du staff, du personnel, et qui reprend d'ailleurs, je pense, une idée qui a été émise par Benoît, je crois, c'est ça, au début. Donc là, You Smart Things, c'est une organisation qui offre de la planification personnalisée, de voyage. Donc c'est une sorte d'agence de voyage, justement. Pour les publics. Ils en ont un spécifiquement pour les festivals. Donc comment ça fonctionne? Ça peut être intégré à votre système de tickets, ça peut être aussi intégré à votre système de gestion de relations clients. Donc pour des questions de collecte de données, c'est assez efficace. Et en intégrant ça à votre système de billets, chaque festivalier va, en même temps qu'il reçoit leur ticket, pouvoir recevoir un plan bas carbone selon le point de départ jusqu'au festival, quelles sont les possibilités qu'ils ont pour pouvoir voyager aux plus faibles émissions carbone. Donc c'est vraiment un outil d'influence. Je ne peux pas trop vous en montrer plus par manque de temps, mais il y a une démo qui est possible en ligne, c'est très facile, il y a le lien d'ailleurs sur les slides, mais vous pouvez aller parler directement avec eux pour voir comment mettre ça en place. C'est-à-dire que le challenge principal pour le moment, c'est que c'est un coût assez élevé et que ça dépend vraiment du nombre d'audiences avec lequel vous travaillez. Voilà. Et je vais m'arrêter là, malgré qu'il y ait plein d'autres exemples auxquels je pourrais discuter, mais on aura le temps, j'imagine, plus tard dans la journée ou demain. Donc voilà, vous avez mon contact. Quelques liens utiles que j'ai mentionnés au cours de la présentation. Sur lequel vous pourrez cliquer directement. Merci beaucoup, Romane. Je me permets de lancer une petite double question sur les objectifs donc, de réduction carbone. Est-ce que tu as des ordres de grandeur en tête? Est-ce que les organisations fixent des objectifs de l'ordre de moins 6% par an, par exemple? Et est-ce que ces objectifs-là sont publics? Est-ce qu'ils en parlent auprès de leur public, par exemple? Ou est-ce que c'est des documents plutôt internes? Très bonne question. Alors oui, il y a des objectifs. Donc déjà, pour contexte, les objectifs en Écosse, c'est objectif net zéro d'ici 2030 pour la ville d'Édimbourg et la ville de Glasgow, et objectif net zéro d'ici 2045 pour le gouvernement écossais. Donc les festivals essayent vraiment de s'aligner sur ces objectifs-là, avec plutôt 2030 du coup, pour être assez ambitieux. Oui, il y a une réduction du coup d'année en année qui est planifiée, donc elle va dépendre vraiment de chacun des festivals, parce que chacun des festivals a un impact carbone qui peut varier de manière assez significative, donc ça ne va pas être les mêmes taux de réduction d'année en année. Ça, c'est personnalisé, notamment avec ces trajectoires net zéro qui sont intégrées dans ces outils. Certains festivals les publient, comme l'exemple que j'ai donné d'Imaginate. Eux, ils veulent une réduction, en tout cas pour les mobilités, de 20% d'année en année. Je crois que c'est ce qu'ils disaient, je ne sais plus si je reviens en arrière, c'est dans leur 20% d'une année sur l'autre jusqu'à ce que l'objectif net zéro soit atteint. En tout cas, pour l'ensemble de l'organisation, je pense que ça s'applique surtout à leur staff pour ces émissions-là.
Pour un ordre de grandeur, la stratégie bas carbone en France, c'est net zéro en 2050, ce qui implique une réduction de 6% par an. D'où le fait que 2030, forcément, ça fait plutôt 20% par an. Après, donc, il y a d'autres organisations qui ne publient pas forcément ces chiffres, et ça, c'est toutes des questions de communication. Je pense qu'il faut qu'on rassure beaucoup les festivals sur comment publier ces informations, et que c'est OK de ne pas être parfait directement, et d'y aller pas à pas, quoi. On prend 3 petites questions, Mathieu. Merci du coup pour cette présentation. Moi j'avais plusieurs petites questions sur la question du net zéro. Est-ce qu'ils prennent en compte la compensation carbone ou quel regard ils ont là-dessus? Compensation carbone, offsetting, tout ça, c'est ça? Est-ce qu'ils intègrent là-dedans différentes politiques de compensation qui pourraient exister, qui peuvent être questionnables? Alors du coup vraiment la politique pour les festivals, c'est réduction, 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 et tout ce qui est compensation, c'est vraiment la dernière chose à faire. Si on n'a pas pu réduire les derniers chiffres qui restent, quoi. Okay. Mais l'objectif net zéro, dans tous les cas, c'est ce que je disais, c'est pas zéro. Ça dépend selon les organismes. Nous, avec cet outil qu'on vient de publier, on essaie d'aller vers 1%. Mais ça reste une trajectoire qui reste 1% d'émissions à la fin. Ok. Mais ça reste une trajectoire, et on sait aussi que pour certains festivals, ça peut être très compliqué d'aller jusque-là, mais en tout cas, c'est d'essayer d'avancer vers là, quoi. Deuxième question, juste sur le budget mobilité carbone, est-ce que c'est des outils qui sont en accès libre ou c'est des outils que vous avez travaillé aux 11 festivals et que vous avez... Enfin, je veux dire, c'est de l'open source ou c'est des choses... Okay. Donc, oui, l'outil vient d'être lancé, c'est de l'open source, et il y aura des outils complémentaires, notamment, je crois qu'il y a une vidéo qui va être lancée pour pouvoir expliquer comment utiliser l'outil, etc. Mais tout ça est sur le site. Et je crois que j'ai intégré un lien à la fin vers là. L'outil est sur le site. Ouais, mais si je vais à la fin sur les liens, là il y a l'outil budget carbone, avec une petite précision de cliquer sur l'outil 4. Mon collègue m'a précisé ça, parce que ça va être certainement changé dans les prochains jours. Il y a peut-être des choses qui vont être améliorées, etc. Donc pour le moment, c'est outil 4, juste... voilà. Et désolé, troisième petite question, parce que c'était intéressant. Sur les objectifs de réduction, ça touche le cœur du sujet, c'est-à-dire il y a des différences entre les festivals. On parle toujours d'objectifs de réduction au sens large et de neutralité carbone, mais effectivement, on ne part pas tous du même point de départ. Dans le cas des festivals que toi t'accompagnes, quel est l'objectif minimum, quel est l'objectif maximum par an, je veux dire? Peut-être que tu ne le sais pas, parce que, enfin, en tout cas, c'est une question qui revient souvent quand on discute avec des événements de... Ok, on parle de diminuer de 80% pour la France nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, mais moi, au milieu de tout ça, et je suis pas une aciérie, pour autant je suis pas parfait. Du coup, c'est quoi à Édimbourg Donc un minimum, la question c'est, est-ce qu'il y a un minimum de réduction? Non, par rapport au festival que tu accompagnes, c'est quoi l'objectif de réduction minimum pour atteindre cette neutralité carbone? C'est quoi l'objectif de réduction maximum que vous avez observé entre deux événements qui ont peut-être des impacts carbone différents, je veux dire? Alors ça varie beaucoup. En fait, pour le moment, donc on requiert à ce que les festivals collectent toutes leurs informations sur leurs émissions carbone, mais aient aussi un plan sur les 5 prochaines années pour pouvoir réduire leurs émissions. Et il y a certains festivals qui vont avoir des plans plus ou moins ambitieux, et nous, on les aiguille après pour, si jamais c'était pas assez ambitieux, on leur dit, bon, bah, c'était pas assez ambitieux, il va falloir, on vous montre votre courbe, vous n'êtes pas assez vers la pente descendante, il va falloir faire ça, potentiellement, pour pouvoir être plus proche de ces objectifs net zéro. Donc, il n'y a pas de critères spécifiques, mais donc, il y a une collecte d'informations, et qu'ensuite, on les aide pour pouvoir réduire davantage. Oui. Moi, j'avais une question sur les sponsors, parce qu'on n'en parle pas des sponsors là, mais ils peuvent être très 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 sensibles. Cet après-midi, Carrefour a décidé de déréférencer les marques qui n'étaient pas dans son objectif de 1,5 degré. Donc, je sais que pour vous, c'est important les sponsors. Est-ce que là, un festival qui n'atteindrait pas ses objectifs, par exemple, qui se distinguerait négativement des autres, en disant, par exemple, les voyageurs, les festivaliers, c'est important, j'ai pas envie de les embêter, et pour avoir des problèmes avec les sponsors, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être sensibles à ça, les sponsors? Alors, il y a les sponsors, ça dépend quel type de sponsor. Donc c'est pas vraiment, j'imagine le terme n'est pas sponsor, mais les fonds. Je parlais des fonds publics plutôt. Ouais.
Ça, pour le coup, oui. Et donc ça marche mieux avec des festivals qui sont dépendants de ce genre de fonds. Les sponsors, je pense un peu moins, surtout que ça va varier sur le type de sponsor. Mais pour les fonds publics, là maintenant, c'est vraiment, on a essayé d'aligner ces objectifs-là, cette approche. Et si les festivals ne sont pas assez ambitieux sur leur... Comment ? T'as pas d'argent en fait. C'est ça va vraiment être assez radical. Là, c'est s'il n'y a pas de collecte d'informations sur leurs émissions carbone, s'il n'y a pas de plan d'adaptation au climat qui soit jugé suffisamment ambitieux et sérieux, il n'y aura potentiellement pas de fonds à la clé. Et du coup, j'ai une question sur l'acceptation de ça, de ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est plutôt accepté? Parce que là, du coup, le collectif, c'était 11 gros festivals. Ouais. Est-ce qu'il y en a des plus ou moins réceptifs ou d'autres qui ne sont pas intégrés au collectif et qui, du coup, ne sont pas d'accord avec cette politique-là? Ouais, alors il y en a qui sont plus ou moins intégrés. Il y en a qui font plus ou moins des projets ambitieux. Je dirais qu'en fait, en général, ceux qui sont les plus... bon, sur ces questions-là, c'est des festivals qui sont dépendants des fonds publics en général. Quand c'est des festivals qui dépendent plus de leur propre, qui sont des festivals commerciaux, il y a un petit peu moins d'intérêt pour ces questions-là parce qu'ils ont moins de critères à cocher. Après, ça n'empêche qu'ils sont quand même, ils font partie de ce groupe et ils sont intéressés par ces questions-là. Ils travaillent dessus, pas forcément de la même manière. Et ça va dépendre aussi des publics. Par exemple, j'ai beaucoup parlé du Festival des enfants. Eux, c'est un festival qui se sentent, dans leur ADN même de festival, très concernés par ces questions-là, parce que leur public, c'est une génération qui est très concernée par les questions climatiques. Merci beaucoup, Romane. Avec